Bonjour, heureux de vous retrouver à cette autre édition de Notes de lecture critique du livre dans votre média. Au menu cet après-midi, un livre essentiellement tourné vers l'Afrique, l'Égypte ancienne, un système africain du monde, signé Yupoeka Sommet, une préface de Théophile Obenga et une postface de Stéphane Croix. Alors, monsieur Yupoeka Sommet est bien notre invité cet après-midi. Yupoeka Sommet, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Diaf TV pour nous parler de ce fabuleux chef-d'œuvre. Bonjour. Alors, vous êtes donc, si vous me permettez, c'est vrai que vous êtes ici d'abord pour parler de votre livre, mais je voudrais, pour les auditeurs qui nous suivent, présenter votre personne. Vous êtes là pour la première fois. Vous êtes donc également titulaire d'un doctorat en philosophie obtenu à l'université de Strasbourg, d'un doctorat en égyptologie obtenu à l'université de Dakar. Vous collaborez à la revue d'égyptologie et des civilisations africaines, Ankh. Vous assurez les cours de langue égyptienne pharaonique et vous avez commis de nombreux ouvrages, parmi lesquels L'Afrique dans la philosophie, Introduction à la philosophie africaine pharaonique, Anthony William Amo, Sa vie et son œuvre, L'Égyptien ancien par les textes, Cours d'initiation à la langue égyptienne pharaonique, et le dernier ouvrage, celui pour lequel on vous reçoit aujourd'hui, L'Égypte ancienne, un système africain du monde. Est-ce bien ça? C'est bien cela, oui. Alors, on peut donc dire, sans risque de se tromper, que la plupart, voire toutes les œuvres dont vous êtes aujourd'hui auteur, tournent essentiellement autour de l'Afrique. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Je suis moi-même un Africain. Je pense que ça se voit. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'ai été éduqué en Afrique, dans ma famille africaine, et aussi dans l'école africaine en Afrique. Et quand j'ai eu l'âge d'aller à l'université, c'était au milieu des années 80, c'était une période d'effervescence au Burkina à cette époque-là. Il y avait la révolution, donc l'équipe de Thomas Sankara, et puis il y avait vraiment une volonté de s'appuyer sur le passé africain, la culture africaine, y compris dans la vie politique. Et nous, dans l'éducation que nous recevions, on était en demande d'Afrique. On sentait que ça manquait. Moi, j'étais étudiant en philosophie, et pour nous, il y avait un souci. On avait un cours de philosophie africaine dont l'auteur principal n'allait pas au-delà de Nkrumah. Et on se disait, avant Nkrumah, c'était quoi? C'était le vide. Et donc, voilà, ça c'était une quête de jeunesse que j'ai essayé de poursuivre et de fournir aux jeunes générations, à nos cadets, et peut-être même à la génération de nos enfants, les éléments qui leur permettent de penser à partir de l'Afrique, ou aussi de penser l'Afrique. Voilà le sens de ma démarche. Mais bien sûr, je suis aussi un humaniste. Je suis un être humain, et les questions existentielles de tous les êtres humains sont aussi les miennes. Donc je suis ouvert, et mes écrits, je pense, j'espère, sont ouverts à l'humanité tout entière. Alors, clarification doit apporter à la raison de votre ancrage sur les thèmes qui se rapportent essentiellement à l'Afrique. Je voulais quand même vous demander comment c'est fait, si on a bien compris que vous avez été sérieusement marqué par une époque sankariste, si j'ai bien compris, de vos explications, mais comment s'est fait le démarquage? Parce que vous êtes quand même titulaire, dans un premier temps, d'un doctorat en philosophie, donc de la philosophie, on va dire moderne, à cet ancrage, cette influence à l'Égypte du bien. Comment est-ce que cela s'opère réellement? Oui, en fait, il y a un fil directeur à tout ça, à cette démarche. Mais je vais revenir un peu en arrière pour expliquer. D'accord. Alors, la période que j'ai citée, donc celle de la Révolution, celle de Sankara, et de nouveaux départs, non seulement de la politique au Burkina, et c'est d'ailleurs grâce à eux, à lui notamment, que nous autres, de ceux de ma génération, avons été éveillés à la politique. D'une certaine façon. Bien sûr, quand on est étudiant, on milite dans les syndicats, mais le fait que les Sankara étaient là, à cette époque-là, ça nous a donné une autre vision de la politique, de ce qui était permis, de ce qui ne l'était pas. C'était des hommes jeunes. Le plus ancien, le plus âgé d'entre eux, le commandant Lengani, avait
l'âge, quand il mourait, enfin quand ils l'ont assassiné, il avait l'âge qu'a le président Macron actuellement. Donc vous voyez, et c'était des gens qui n'avaient jamais été aux affaires. Le seul, Sankara, avait été sous-ministre de l'information pendant 3 mois. Donc il n'avait aucune expérience de la façon dont on gère un État. Et dans l'histoire du Burkina Faso, dans l'histoire politique, je pense que c'était les meilleurs dirigeants de cette époque-là, qui a duré 4 ans, un peu moins de 4 ans. Je ne dis pas que tout était parfait, on peut en parler, mais l'aspect sur lequel moi je me suis raccroché, c'est que en 1986, Sankara a décidé de convoquer une conférence internationale pour organiser un institut des peuples noirs à Ouaga. Et la personne qui devait faire le discours d'ouverture, le discours inaugural, c'était le professeur Cheikh Anta Diop, qui l'avait envoyé un de ses ministres contacter pour demander s'il acceptait de le faire. Il avait dit oui, il avait marqué son accord. La conférence a eu lieu en avril 1986 et Cheikh Anta Diop était déjà décédé en février de la même année. Et c'est Théophile Obenga qui l'a remplacé comme ça, au pied levé, et qui est venu faire cette conférence. Nous qui étions étudiants en philosophie, et où notre horizon n'allait pas au-delà de Nkrumah, vous suivez bien, notre professeur de philosophie à l'époque nous avait permis d'aller écouter les intellectuels africains qui venaient s'exprimer, et notamment Obenga. Et c'est la première fois à l'époque que nous avions entendu lire un texte parlant de la constitution de l'univers et parlant de ce qui était avant l'univers, écrit en Afrique, de la main d'un Africain, d'un scribe égyptien. Et le discours, là, nous sonnait avec toutes les marques de la philosophie, du discours philosophique. Alors, dans notre groupe, on discutait, voilà, ça ressemble à du Heidegger, ça ressemble à du Aristote, donc c'était de la philosophie, et le texte était produit en Afrique par un Africain, plus de 2000 ans avant Aristote et beaucoup plus avant Heidegger. Donc voilà, donc moi, ma démarche, elle est d'abord philosophique, elle est heuristique, c'est-à-dire je recherche la rationalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui était avant. La philosophie a besoin de son histoire, et c'est dans cette recherche de l'histoire de la philosophie que j'en suis arrivé, je crois, à l'égyptologie, qui selon moi n'est pas un monde étranger, un monde à part. Je veux dire, si je reste même dans le contexte africain, c'est le passé de l'Afrique, qui ne devrait pas être dissocié de l'histoire africaine. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Même pour quelqu'un qui étudie la philosophie, qu'il soit africain ou pas, la période égyptienne est incontournable selon moi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez ce qu'on nous a donné à nous, quand nous étions plus adultes, enfin quand nous étions plus jeunes, comme étant l'origine de la philosophie, alors c'est-à-dire les présocratiques, vous arrivez, vous lisez les textes où ils vous renvoient constamment à l'Égypte. Je parle des présocratiques eux-mêmes. Ils vous renvoient constamment à l'Égypte. Mais ceux qui parlent de Socrate ne renvoient pas à l'Égypte. Assez curieux quand même. Non, mais donc il fallait qu'on aille voir ce qui se trouvait en Égypte. Non pas ce que les présocratiques ont ramené l'Égypte, mais ce qu'il y avait là-bas. Voilà. Et l'Égypte étant un pays d'Afrique, donc on se disait, mais donc c'était nous, c'était nos ancêtres, parce que personne ne nous avait appris ça avant. Et donc voilà, moi c'est ce qui m'a guidé. Et donc voilà, si vous voulez, sous la forme écrite, si vous voulez, c'est le début de la rationalité. La Grèce vient après. Bien sûr, avec ses raffinements, avec sa propre problématique, avec son Puisqu'on y est donc. Oui, avec son cachet personnel. Mais l'Égypte a été un passage obligé, puis d'autres sources certainement. Voilà comment a été constituée ma démarche jusqu'à maintenant. D'accord, je rappelle donc qu'on parle ici de l'Égypte ancienne, un système africain du monde. Vous parlez donc de la Grèce tout à l'heure. Nous savons tous que la pensée grecque a été aussi influencé par la cosmogonie et puis par un certain nombre d'allégories. Qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, quand on sait, vous venez de le répéter d'ailleurs tout à l'heure, que les philosophes, enfin les pré-socratiques, eux, parlaient de l'Égypte ancienne. Mais qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, en rapport à la philosophie africaine, à tout ce que l'Égypte antique regorgeait comme savoir,
de toutes ces pensées qui ont marqué l'époque gréco-romaine, du point de vue philosophique bien sûr? Alors, ce que je veux dire, ça va concerner aussi bien la philosophie africaine, si on veut, mais la philosophie d'une façon générale, oui. Hein, qu'elle concerne l'Afrique ou ben, le général comme étant une discipline. Alors, et c'est les horizons de la philosophie qui ont besoin d'être un peu poussés, repoussés ou élargis. Je vais parler de l'horizon géographique. Il n'est pas possible aujourd'hui de continuer à affirmer que la philosophie est grecque, hein, ou qu'elle est née en Grèce. Il faut aller voir, parce que la Grèce c'est quoi? Les présocratiques c'est le 6e siècle avant JC. C'est trop tard. Enfin, c'est relativement tard pour les questions qui sont formulées, même à l'écrit. Donc, il faut quand même imaginer que les êtres humains, parce que ce sont des questions existentielles, que les êtres humains, où qu'ils aient été, ont formulé ces questions. D'abord à l'oral, et puis l'ont écrite ou pas. Voilà. Et donc, remonter vers l'Égypte ancienne, vers la Mésopotamie, vers d'autres horizons. Voilà. Et intégrer les acquis de tous ces peuples-là. Je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut avoir une vision plus large. Et donc, ça appelle, dans l'enseignement de cette discipline et dans d'autres aussi, ça appelle à cette ouverture d'esprit, qui est aussi bien voilà, une ouverture géographique qu'une ouverture culturelle surtout. Donc on retient, si on vous a bien compris, que vous affirmez également que de toute façon, les pensées gréco-romaines ont toutes emprunté à la philosophie égyptienne. Largement emprunté à l'Égypte ancienne. Il faut imaginer une situation comme celle que les jeunes Africains vivent aujourd'hui. Parce que pour faire les études à un certain niveau, pousser jusqu'à un certain niveau, vous êtes obligé de sortir de l'Afrique. Encore aujourd'hui, malheureusement. Bon, mais c'est comme ça. Il y a des centres d'excellence pour, je ne sais pas moi, les mathématiques, la chimie, l'agronomie, la philosophie, etc., où il vaut mieux aller. Il faut imaginer que l'Égypte était perçue comme ça dans le monde ancien. Voilà. Et donc... De Plessoubi. Oui, c'était naturel, donc, que c'était le centre intellectuel du monde, le foyer intellectuel du monde connu à l'époque. Et les Grecs étaient juste à côté. Il leur suffisait de prendre une navette et de traverser et d'y aller. Tous ceux qui cherchaient à acquérir quelque chose ou à se former, allaient là-bas, comme nous autres sommes venus ici nous former. Voilà. Puis, ils retournaient et ils adaptaient une partie de ce qu'ils avaient retenu des Égyptiens à leur milieu culturel, etc., etc. Et c'est ça qui d'ailleurs fait que les premiers philosophes vont avoir quelques soucis en Grèce. Non? Voilà, regardez comment a fini Socrate, quand même, c'est une figure importante, mais on ne met pas souvent l'accent sur le fait quand même qu'il a été, c'est un assassinat. Bon. Platon lui-même a dû, pour avoir la vie sauve, s'en aller. Ce qui signifie quoi? Et puis d'autres cas. Ce qui signifie qu'on a là une société qui ne reconnaît pas encore ou qui n'adopte pas encore les idées de ces intellectuels, de ces savants, parce que ces idées ne jaillissent pas oui. de la tradition de ce pays. Oui. Voilà. Donc, voilà un peu le contexte de la philosophie. D'accord. Pour rester donc sur votre livre, qui d'ailleurs nous permettra de revenir sur un certain nombre de choses que vous venez tout à l'heure de nous donner. L'Égypte ancienne, un système africain du monde. Qu'est-ce que vous entendez par là? On sait que votre livre que nous avons parcouru s'articule sous 3 triptyques, la cosmogonie, et puis ses articulations dans la vie sociale et institutionnelle, et puis tout ce qui est écastologie, c'est-à-dire en fait la vie après la mort de l'homme et même du monde. C'est ça. Alors, pourquoi pour vous l'Égypte un système africain du monde? Alors, moi, quand j'ai abordé, ma curiosité m'a amené vers l'Égypte ancienne il y a longtemps, il y a très longtemps. À partir des documents que j'ai eu à lire, hein, j'ai lu des encyclopédies, des ouvrages, peut-être grand public, présentés par les égyptologues européens.
ça me paraissait un monde étrange. Je ne m'y retrouvais pas, on ne comprend pas grand-chose et on ne voit pas qu'est-ce qui fait tenir les éléments ensemble. Moi, j'avais l'impression que c'était un monde mystérieux. Alors, et j'entends encore, même aujourd'hui, des gens pour qui l'Égypte, c'est le synonyme du mystère, du mystérieux, du mythique même. Du mythique, du spirituel, c'est peut-être vrai, mais il n'y a pas que ça. Hein? Justement, c'est le lieu de la rationalité aussi. Et ça, alors, et je ne voyais pas du tout la cohérence. Qu'est-ce qui fait tenir, si c'est une civilisation, qu'est-ce qui la fait tenir ensemble? Quelles sont les grandes lignes, si on veut l'apercevoir comme un tout? Et c'est ça qui m'a manqué. Et donc, finalement, je pense avoir fait le livre que j'aurais voulu lire d'emblée, en arrivant, en allant à la découverte de l'Égypte ancienne. Du moins, j'ai cette prétention-là. Je vais expliquer. Ce livre-là, l'Égypte ancienne, un système africain du monde, c'est d'abord ma thèse de doctorat d'égyptologie. J'ai tenu à l'université Cheikh Anta Diop il y a bientôt 3 ans. Ouais, près de 524 pages, hein, on a pu constater dans ce livre. Ok, ça a une certaine envergure peut-être. Et ça reprend en fait un travail que j'avais déjà élaboré, parfois déjà fait, sur un certain nombre d'années, puisque j'ai eu un parcours dans cette voie-là, parce que je fais un petit retour en arrière pour dire que j'ai eu l'occasion, en 1996, il y a longtemps déjà, d'aller à Dakar à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Cheikh Anta Diop. J'avais présenté une communication qui avait été acceptée, et je suis allé là, et ben, je ne savais pas lire un hiéroglyphe. Pour moi, ce n'était pas pour moi. C'était trop compliqué, c'était trop mystérieux, c'était vraiment... Voilà. Et j'arrive là avec un groupe d'amis, donc ils sont encore des amis aujourd'hui à l'heure où on parle, et je vois que parmi eux, on était de la même génération, certains savaient lire les hiéroglyphes. On est devant la stèle de Cheikh Anta Diop à Dakar, et Fouguin il dit, je vais le citer parce que c'est la vérité, on peut contrôler ça, il me dit là, dans le nom de Cher, il y a une faute, on va dire. Enfin, ils ont écrit Cher. Bon, moi j'étais là, j'avais des yeux pour voir, mais je ne voyais pas. C'est ça? Donc, je me suis dit, ça ne doit pas être si mystérieux, puisqu'il est comme moi. On est de la même génération, il était étudiant, moi j'étais aussi. Il a appris ces choses-là, il sait lire, donc je pourrais aussi. Et alors, je prends la décision d'aller, d'autant plus que dans mes études de philosophie, il y avait aussi ça. Vous lisez Platon, les références à l'Égypte, il y a que. Et aucun prof ne nous explique ce qu'il y a dans l'égyptien. Donc je rentre de là, je vais m'inscrire à la rentrée suivante à l'Institut d'égyptologie. Alors, mais pourquoi vous verrez là? J'étais étudiant en philosophie, j'ai dit, ben voilà, moi je suis étudiant. Je viens ici pour m'inscrire, pour savoir ce que les Platons ont trouvé dans les... parce qu'ils en parlent dans leur texte, dans le Timée et tout ça. Je veux comprendre ce qu'ils ont trouvé en Égypte. Donc, ils m'ont accepté. Et voilà comment j'ai appris l'égyptien ancien. Avec un argument... Qui vous êtes aujourd'hui ancien, qui était vrai à l'époque, mais il n'y avait pas que cet argument-là. Mais bon, j'ai été accepté pour ça. Et j'ai étudié la langue égyptienne. J'ai commencé à comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait. Et puis finalement, je me suis tourné vers les écrits de Cheikh Anta Diop qui présentait une vision, une synthèse, et ceux d'Oubenga qui présentaient une synthèse plus intelligible. Donc l'Égypte ne m'est plus apparu comme un monde étranger, mais c'était apparu comme le monde dans lequel j'ai baigné étant enfant, le monde africain. Maintenant, ma démarche à moi, c'est, disons, de raccourcir le chemin à quelqu'un, à un jeune homme ou à une jeune fille de 20 ans qui voudrait, qui ne sachant rien de cette civilisation-là, voudrait quand même savoir ce qui s'y passe. Donc j'ai présenté les choses en montrant que c'est un système. Non pas seulement un système de pensée, mais c'est un système du monde. C'est-à-dire que ces gens-là ont pensé le monde comme un tout. Je parle des ancêtres il y a 6000 ans en arrière. Donc une vision du monde, une pensée du monde qui tient en un tout. C'est ça le système. Et ce système est africain. Alors, alors comment cela se fait? J'explique pourquoi c'est un système.
Alors, vous avez bien fait de dire qu'il y a 3 grandes parties dans ce livre, c'est vrai. La première partie, c'est la cosmogonie. La deuxième partie, c'est la société et ses institutions. Et la troisième partie, c'est l'eschatologie, la vie après la mort. Dans la cosmogonie égyptienne, c'est-à-dire le discours qui explique l'origine de l'univers et des êtres et des étangs, et même des dieux, parce qu'ailleurs on nous dit que ce sont les dieux qui sont la cause de l'existence de l'univers. Chez les Égyptiens, les dieux eux-mêmes sont causés par quelque chose. Ce ne sont pas eux qui sont la cause première. Hein. On parle du dieu Atum qui va être, n'est-ce pas, une émergence depuis le Nun. Oui, mais lui, il émerge. Voilà, la cause principale, ce n'est même pas Atum, c'est le Nun. Le Nun, exactement. Donc, dans la cosmogonie, dans ce discours-là, je suis obligé d'aller dans les grandes lignes. Il y a déjà, si on lit bien, on voit déjà, en filigrane, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la première partie. Bon, c'est quand même la partie la plus difficile, parce que c'est théorique, c'est abstrait, c'est très structuré, c'est rationnel. Mais il faut faire l'effort. Et après, on voit que quand on arrive à la deuxième partie, et en plus forte raison à la troisième partie, on voit que les choses coulent de source, sont faciles et sont logiques. Donc, dans la cosmogonie, dans ces techniques, comment l'univers s'est constitué et qu'est-ce qu'il en est? Et à partir c'est-à-dire, voilà, au début, une masse d'eau grouillante, informe, d'où va sortir le premier être en prenant conscience de lui-même. Et cet être, c'est un démiurge. Qui va avoir la qualité du démiurge, du Dieu. Donc, on explique l'origine du Dieu lui-même. Et c'est à partir de cet esprit, qu'on va appeler divin ou démiurgique, que son souffle ou sa parole, ça dépend des versions, ou les larmes de son œil vont faire que les hommes vont apparaître. Les hommes, constituent une partie de ces larmes. Hein, les hommes, il y a un texte qui le dit littéralement, proviennent des larmes de mon œil. Donc, ce qui signifie que l'être humain a quelque chose qu'il tire de la divinité, qui le rend un peu divin aussi, d'une certaine façon. L'Égyptien va expliquer l'immortalité d'une partie de l'homme par ce biais-là. Ensuite, les autres vivants, les plantes, les animaux, sont, si vous voulez, pour aller vite, une émanation de ces démiurges-là. Donc, il y a entre eux, donc les animaux, les oiseaux, le monde animal d'une façon générale, et les végétaux, et les êtres humains, comme une sorte de fraternité générale. Vous voyez bien qu'on est dans la pensée africaine, hein, que les autres appellent l'animisme. C'est-à-dire, voilà, parce que, alors j'ouvre une parenthèse, parce que cette affaire-là, quand elle concerne les Européens, parce que le terme-là existe dans la philosophie d'Aristote, dans la métaphysique. Mais ce n'est pas l'animisme, c'est l'illozoïsme. C'est un mot qui vient du grec. Ylé, c'est la matière, et zoé, c'est la vie. Donc, la matière est vivante. C'est ça. On n'a pas besoin de créer un autre mot, quand ce sont les Africains qui le disent, pour un terme dévalorisant. Alors c'est ça, que la vie est présente partout. Et cette vie-là, c'est la même. Celle des hommes, celle des plantes, celle des animaux, celle de l'univers. Donc, ça entraîne une conception du monde et de la société. Et donc tout cet ensemble-là, tous ces êtres, tous ces étangs, vont exister ou coexister dans une certaine harmonie. Hein, un certain équilibre. Et cet équilibre, c'est ce qu'on va appeler Maat. Donc, c'est déjà un principe de la cosmogonie. Un principe qui existe dans l'univers. Et c'est ce principe existant dans l'univers qui va être transféré, selon ma lecture en moi, dans la société. Où on va avoir ce souci de l'équilibre entre les êtres humains entre eux, relation homme-femme, relation dans une société donnée, les hommes et les femmes, les enfants, etc., les nationaux et les non-nationaux. Donc il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de classification raciale et toutes ces choses incompréhensibles qui ont pu être faites dans la division des hommes ou dans la subdivision des hommes en race, en vous parlez là de la composante justice.
de la Mahad. Oui, non, je parle de la société. Je vais arriver à la Mahad. Je parle de la société, comment elle est. Parce qu'on avait parlé de la Mahad avant, c'est pour ça que voilà. Et la Mahad est justement c'est le principe qui doit garder cette solidarité et cet équilibre entre tous les êtres, qu'ils soient humains ou pas. Voilà. Donc, et à fortiori chez les êtres humains. On va limiter le propos aux êtres humains. Donc, c'est pour ça que je dis pas de discrimination, pas de etc. Fondé sur le sexe, la race, l'ethnie, la religion, etc. Donc, pas de ça. Donc, vous voyez bien que c'est une société pensée avant d'être, on pourrait le dire, pensée avant d'être mise en œuvre. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la vie après la mort? Il y a un lien qui fait que l'équilibre voulu dans la société, avec les obligations que cela implique, on va contrôler ça au dernier jour. C'est-à-dire quand nous aurons fini notre vie, parce que l'Égyptien considère que c'est un passage. Quand nous serons passés de l'autre côté, on va nous demander des comptes sur ce que nous avons fait ici. Et est-ce que c'était conforme à cette recherche d'équilibre et de solidarité et de bienveillance et de justice. Et c'est là que vous allez avoir la scène de jugement, ce qu'on appelle à tort la psychotasie, qui est une pesée des âmes, alors que les Égyptiens pesaient le cœur, qui est censé être le réceptacle de toutes les actions bonnes ou mauvaises, etc. Et on était déclaré juste. Je vous comprends, mais on retrouve encore ça aujourd'hui dans les religions chrétiennes, non? On parle du jugement dernier chez les chrétiens aujourd'hui. Chez les musulmans aussi. Et je trouve que c'est normal. Parce que les grandes idées, quand même, ça marque profondément. Et ça marque d'une façon tellement profonde qu'elles peuvent être empruntées par toutes les grandes organisations, les grandes institutions, les religions notamment, ou par les grands textes. On trouve aussi des aspects aussi bien dans les religions, dans la littérature sacrée ou religieuse, que dans la littérature classique aussi. Voilà. Donc ça, ces contes qu'on trouve aussi bien dans le christianisme que dans l'islam, avait pour but de vérifier si cet équilibre était respecté. Donc, d'où la pesée qui devait dire si la personne là, maintenant décédée, avait vécu selon ce désir d'ordre, ce désir d'harmonie qui est la Mahad. Voilà à peu près ce que présente cet ouvrage, cet ensemble. Et il me semblait que ces trois aspects, cosmogonique, social et institutionnel, et eschatologique, avait un lien et formait un tout. C'est pour ça que j'ai appelé ça un système du monde. Et ce système du monde, c'est un système africain, c'est un système africain du monde. Ce n'est pas un système du monde africain. Il y a une petite nuance. C'est un système africain du monde. Et donc, selon moi, le premier système écrit, là c'est écrit, parce qu'il y a eu d'autres systèmes pensés avant, avant l'invention de l'écriture. Et donc, celui-là, c'est le tout premier, et il a été produit sur le sol africain par des Africains. Voilà une chose qui n'est pas dans l'espace public, et que moi j'affirme, et preuve à l'appui, parce que j'ai fait exprès de citer les textes. Donc, celui qui veut vérifier ça a besoin d'avoir quelques connaissances de la langue égyptienne. Ou alors de se fier à mes traductions, c'est possible aussi, à condition de me faire confiance. Alors, on a bien compris, n'est-ce pas, le développement que vous venez de faire sur les différentes articulations entre la cosmogonie et même la vie en société, et puis, finalement, la vie, on va dire, après la mort. Vous parlez effectivement de tout ce qui est jugement dernier, qu'on reprend aujourd'hui dans plusieurs religions chrétiennes, avec la notion de l'enfer, du paradis. Et moi, j'ai envie de vous demander, quand on sait qu'il y avait une vision de la cosmogonie différentes dans les différents grands temples ou les grands quartiers égyptiens tels que Héliopolis, Hémopolis, Memphis. Comment, au final, on appréciait la vie en société, sachant que c'est la cosmogonie, telle que vous venez de l'expliquer, qui régissait la société. Alors, trois visions différentes, comment expliquer, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, on parle toujours d'une vision unique de la vie, alors qu'il y avait à la base trois cosmogonies différentes? En fait, oui, c'est une question importante. Il y a
différents foyers de cosmogonie. Donc, on devrait parler des cosmogonies au pluriel. Ce que je n'ai pas fait, moi. J'ai dit la cosmogonie égyptienne. Pourquoi? Mais je vais expliquer. Héliopolis, Memphis, c'est des en donnant quand même un aperçu, bon, assez rapide, mais en allant quand même dans le texte de chaque foyer. Hermopolis, Héliopolis, Memphis, et j'ai fait Thèbes. Mais il y en a que j'ai laissé de côté, Edfou, par exemple, bon, qui vient de la période tardive, donc l'époque gréco-romaine. Dendera, j'aurais pu aussi. Mais je reviens aux centres principaux, Héliopolis, Hermopolis, Memphis, et je mets Thèbes un peu à côté. Je terminerai par Thèbes, parce que c'est intéressant. Alors, bien sûr, chacun de ces foyers avait sa spécificité. Si vous lisez un peu les discours de chaque foyer, il y a de petites nuances entre elles. Les grandes lignes sont les mêmes. Vous allez trouver qu'à l'origine, vous allez avoir ce magma liquide à partir duquel va émerger le démiurge ou le premier esprit. Et c'est la façon, c'est une fois que ce premier geste est posé, qu'on voit qu'il y a des petites différences dans ce qui va suivre. Voyez-vous? Et ce qui est intéressant quand même, avec la cosmogonie... Quelles sont les grandes lignes? Est-ce que pour nos auditeurs, quelles sont les grandes lignes que vous trouvez comme similitudes entre ces différentes mais c'est ça, c'est d'abord le plus important quand même, c'est d'expliquer l'origine de l'univers par un élément matériel. Hein? Ce n'est pas le Dieu qui est à l'origine. Je veux dire, les dieux viennent après, à l'étape 1 ou 0, c'est le Noum. L'étape suivante, c'est quelque chose qui va faire que les dieux eux-mêmes vont être. Voyez-vous? Moi, je ne connais pas une autre cosmogonie qui m'explique les choses de cette façon-là. Généralement, c'est l'inverse. Ce sont les dieux qui nous permettent de... Bon, encore que certains des présocratiques écartent cette intervention divine. Donc, ce n'est pas un élément transcendant qui va nous expliquer ça. Vous voyez, Thalès a fait le même geste là. Au 6e siècle avant Jésus, il a dit que c'était l'eau. Donc, ça le rapprochait. Bon, il est avec Pythagore. Oui, des gens qui ont étudié en Égypte, et ceux qui étaient les préférés des Égyptiens. Je ferme la parenthèse. Donc, cet élément-là est commun aux différentes cosmogonies, aux différentes écoles égyptiennes. Et la communauté se prolonge même jusqu'à Thalès, comme j'ai rappelé. Après, il y a de petites nuances. Mais le plus intéressant, c'est quand même ce qui se passe à Thèbes, au Moyen Empire. Au Nouvel Empire. C'est la capitale. Et c'est là que on va dire, c'est le foyer qui a le plus, qui a fait la synthèse des différentes écoles, des différents foyers. Et donc, la synthèse c'est comme une sorte de résumé des grandes lignes de chacune des écoles dont j'ai parlé. C'est pour ça que la cosmogonie thébaine, enfin telle que je l'ai citée ici, j'invite tout un chacun à aller la lire parce que c'est vraiment, ils ont... Et on voit aussi là que, parce que si vous partez de Memphis, Héliopolis, tout ça c'est l'ancien empire, alors que Thèbes, vous voyez, c'est 1000 ans après, 1000 ans et même plus après. Et les grandes lignes sont respectées et vous avez une synthèse à laquelle qui est plus proche de ce que vont dire par exemple certains textes religieux ou même de certains présocratiques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça montre qu'il y a des gens à l'époque qui devaient percevoir cette unité dans le discours cosmogonique. Percevoir qu'il y a, malgré les petites nuances, il y avait un fond commun. Et c'est ce que les Thébains ont mis en exergue. Donc, c'est pour ça que je parle de cosmogonie au singulier,
et pas au pluriel parce que les écoles sont nombreuses, mais les doctrines ne sont pas si différentes que ça. Voilà. D'accord. Et c'est ça qui va donner les grandes idées ou les grandes orientations de la construction sociale, des institutions, etc., etc. Merci. Alors, moi j'ai envie de vous poser la question directement. Est-ce que votre démarche aujourd'hui procède simplement d'une réponse à une attitude aujourd'hui dans ce monde qui consiste à nier à l'Afrique une quelconque contribution dans le monde aujourd'hui tel qu'il est? Bon, si vous voulez, oui, il y a certainement un peu de ça. Parce que quand je vais un peu raconter comment nous sommes, dans quelle situation on était, et étant étudiant en Afrique au milieu des années 80, c'était une période difficile. Il n'y avait pas Internet. Il fallait se fier à ce qui était dans les ouvrages, et vous savez bien le contenu des ouvrages. Hein, qui n'ont pas de... Non, dites-le nous, non, c'est pas. C'est quoi le contenu des ouvrages? Écoutez, il est truqué? Non, je ne dirais pas qu'il est truqué, je dirais qu'il est orienté. Il y avait un grand manque d'Afrique. Quand vous étiez des jeunes gens comme nous, à la vingtaine, vous essayez de comprendre. Parce qu'on n'a pas cru que l'Afrique était comme ça un no man's land, un terrain vierge, un désert culturel et civilisationnel. Ça, personne ne le croyait. Non? Mais on ne savait pas aller au-delà. Non, c'est pas un désert, alors qu'est-ce qu'il y a alors? Et là, on était bloqué. On était bloqué. En étant sur le... Mais enfin, ce n'est plus possible aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Ce n'est absolument plus possible aujourd'hui. Donc, le discours ne peut plus être le même. Et donc, la démarche, c'est d'apporter à la génération qui monte, les éléments qui ont manqué à notre génération, à nous, et qui ne sont pas devenus, qui ne sont pas encore dans l'espace public. Je parle du domaine de l'enseignement, par exemple en Afrique, ou même ici en Europe. L'Égypte ancienne n'est pas au cœur, ne constitue pas le cœur des enseignements, pas même en histoire. Vous voyez, c'est toujours la Grèce. Bon, ok, on est en Europe, c'est normal, mais en Afrique, il y a un problème. Pourtant, les éléments sont là, parce que nous, quand nous étions jeunes, je vais expliquer peut-être. Nous étions là-bas, à Ouaga, Cheikh Anta était encore vivant. Le nom, je ne peux pas dire qu'on n'avait pas entendu son nom. On avait entendu son nom, mais pour nous, c'était un homme politique. Vous voyez, mais c'est grave. Il avait aussi une casquette politique, c'était pas tort. Oui, mais ce n'était pas sa casquette principale quand même. Il a fait la politique par nécessité, parce qu'il fallait aller là. Mais ce qui est Cheikh Anta Diop, c'est un savant, c'est un intellectuel, c'est un homme de science. Et si la politique se déroulait normalement, je pense qu'il n'aurait pas eu besoin d'y aller. Parce que ça lui c'est du temps en moins pour faire la recherche intellectuellement. Voilà. Bon, il était là, c'était l'Afrique, il n'y avait rien. Il est rentré après sa thèse avant l'indépendance du Sénégal, donc tout était à faire. Et la voie qui a été choisie, il estimait que ce n'était pas la bonne, donc il fallait descendre dans l'arène pour défendre au moins les idées qu'il défendait intellectuellement. Voilà. Donc, c'était ça. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire à un garçon ou une jeune fille de 20 ans qui est inscrit dans une université dans l'Afrique, dans cette Afrique de l'Ouest, ou n'importe quelle partie de l'Afrique, si maintenant ce jeune ou cette jeune dit qu'il n'a pas entendu parler de Cheikh Anta Diop comme d'un intellectuel ou d'un historien, d'un savant africain, là il y a un problème. Mais je pense pour les gens de notre génération, bon, on était un peu excusable aussi, parce que les médias, c'était quoi? Si on n'a pas dit à la radio, comment tu le sais? Ou c'est pas écrit dans la presse? Maintenant, bon... Vous pensez qu'aujourd'hui, les Africains ont suffisamment pris connaissance de la nécessité de retourner aux sources africaines? Je pense qu'il y a plus de possibilités aujourd'hui de prendre conscience de cela. Ah, d'accord. Il y a plus de possibilités. Ça, c'est une autre réponse à ma question. Oui, mais je pense que c'est ça. Enfin, de mon point de vue, c'est ça. Il y a plus de possibilités. Mais sur le terrain de l'égalité, quel est le constat que vous faites? La réalité, bon, ne suit pas. Maintenant, celui qui prend conscience de ça, c'est pas lui qui est l'acteur. L'acteur. Parlons maintenant des acteurs et de ceux qui font qui maintiennent la situation telle qu'elle est. C'est peut-être de ça qu'il est intéressant de parler. Comment se fait-il? Là, je parle de l'Afrique.
parce que je sais un peu ce qui se passe dans le contenu des programmes d'enseignement. Comment se fait-il que les jeunes gens arrivent au niveau du bac sans avoir une connaissance minimale de l'Afrique? Je ne parle pas des micro-États. On peut étudier l'histoire du Cameroun, l'histoire de la Zambie, l'histoire du Mali. Je parle de l'État du Mali actuel, hein, je ne parle pas de l'Empire du Mali. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Hein. On a besoin d'avoir... Bon, nous sommes ici, vu la situation de notre continent, alors on est il y a un regard particulier qui se pose sur nous. D'où vient cela? Ne serait-ce que répondre à cette question, voilà, d'où vient ce regard qui considère que l'homme noir est au bas de l'échelle? Ben, on va essayer d'expliquer en remontant le temps, hein, expliquer ce qui s'est passé avant le XVIe siècle et à partir du XVIe siècle. Et avant le XVIe siècle, c'est quoi? Il faut remonter aux grands empires et de là remonter en remontant jusqu'où notre mémoire culturelle permet d'aller. La mémoire culturelle, c'est quoi? Il y a la tradition orale, il y a les traces archéologiques, il y a la linguistique et il y a l'écrit. C'est écrit. C'est écrit. Mais on est nombreux, je parle des intellectuels, hein, à faire comme si l'Égypte n'était pas l'Afrique. Non, même à faire comme si l'Égypte ancienne n'était pas sur le continent africain. Ça, bon, nous avons, les gens de ma génération, c'est comme ça, on connaissait l'Égypte à travers la religion, à travers la Bible, pour ceux qui avaient un peu de curiosité. Et c'était tout. Ouais. De nos jours, ce n'est plus acceptable. Oui, donc pour vous, les acteurs, vous les décrivez de manière très très généraliste. Pour vous, les acteurs responsables, c'est quoi? C'est qui? Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas lancer la pierre à quelqu'un. Les ministères de l'éducation au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun. Écoutez, nous disons que nous avons des États en Afrique. Oui. Mais c'est quoi la prérogative d'un État? Bon, il y a la monnaie. Oui. Ok. Tout le monde discute sur la monnaie. Le fameux CFA. Il y a la formation universitaire. Je vais arriver. Mais c'est peut-être même pas ça l'essentiel. Ah, la formation, c'est quoi? Les écoles, les instituts. Arriver à former une élite africaine en Afrique même. Et après, on peut aller faire des spécialisations. Mais quand même, on ne va pas prendre l'avion pour venir faire une première année d'université, comme certains d'entre nous l'avons fait à l'époque. Il faut créer ça sur place. Hein? Et après, bien sûr, les chercheurs circulent. Mais ça existe maintenant, non? Vous avez fait votre doctorat en égyptologie à Dakar. Bon, mais ça, oui, ça c'est une démarche après de retourner, de montrer aussi. Je voulais montrer aux jeunes gens voilà, l'Afrique était là aussi comme pour retrouver l'excellence d'antan. Et que ça ne va pas nous tomber du ciel comme ça en un jour. Il faut que nous la construisions. C'est pour ça que j'ai choisi de m'inscrire là-bas, à l'université de Dakar, et de présenter ma thèse voilà, devant un public où j'espérais que des jeunes gens soient inspirés par cet exemple-là et fassent la même démarche que moi. Maintenant, pourquoi parlons des acteurs. Et les acteurs, bien sûr, il y a des prérogatives de l'État. Si ce sont des États, c'est la monnaie, tout le monde est d'accord. C'est la politique étrangère, tout le monde est d'accord. Mais l'éducation, la santé et tout ça, c'est aussi important. Et c'est peut-être même plus important que la monnaie. La monnaie ne sera qu'une conséquence de tout ça, si tout est bien fait. D'ailleurs, si tout est bien fait, tout le monde il n'y aura pas de débat sur ce franc CFA, qui est tellement absurde. Parce que, regardez, c'est une monnaie qui est sur deux zones économiques. Et d'une zone économique de l'Ouest à celle du centre, la même monnaie ne peut pas circuler. Enfin, c'est quoi? Maintenant, c'est une aberration. Donc elle n'a même aucune utilité. Voilà. Bon. Mais moi, je parle de domaines que je connais. Parce que cette histoire, je croyais être au courant de cette affaire. Jusqu'à quelques années, j'ai été stupéfait de voir qu'un billet un CFA de l'Afrique centrale n'était pas accepté en Afrique de l'Ouest. Et ça, je ne savais pas. Et j'ai dit, mais enfin, bon.
Bref, donc je laisse cet aspect. C'est-à-dire qu'ils sont sur des priorités qui pour vous n'en sont pas une, quoi. Non, je dis pas que, je dis qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut faire les réformes là où il faut. Et certaines choses se dérouleraient, comme Nkrumah avec cette formule, je dirais, ça serait donné par surcroît. Voilà. Mais si on peut changer, avoir une monnaie unique, une monnaie qui est la création des Africains. Mais si les ressources continuent de partir à l'état brut, mais ça ne sert à rien. Ok. Voilà. Et puis si les jeunes Africains sont obligés encore d'aller se noyer, de mourir dans le Sahara, les survivants se noyer dans la Méditerranée pour essayer de venir ici, pourquoi faire? Parce que ils ne viennent pas ici pour la déclaration des droits de l'homme. Ils ne viennent pas ici pour la Tour Eiffel, ils viennent parce qu'ils veulent avoir une vie digne. Il faut que cette vie digne soit trouvée sur le continent, où il y a tout. Ok, merci.